Monsieur le ministre, cher Tani, chers collègues, dans le cadre du rapport d'information sur la coopération et l'intégration régionale des Outre-mer, nous auditionnons aujourd'hui Monsieur Tani Mohamed Soilihi, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé de la francophonie et de partenariats internationaux. Je dois dire d'emblée que c'est avec énormément d'émotion et de plaisir que nous recevons Tani, qui a siégé parmi nous et qui a tant marqué notre délégation, à la fois par ses rapports, la pertinence de ses interventions et ses qualités humaines. Monsieur le ministre, nous vous remercions chaleureusement de venir apporter votre expertise à nos réflexions sur le sujet de la coopération régionale que nous avons retenu l'an passé et qui a déjà donné lieu à un premier rapport dédié à l'océan Indien, qui fut brillamment porté par le président Christian Cambon et nos collègues Georges Patient et Stéphane Demilly. Comme vous le savez, la coopération régionale dans les Outre-mer est malheureusement encore trop peu développée, alors qu'elle représente un potentiel considérable pour le rayonnement de la France et le développement des territoires ultramarins. Nous poursuivons notre réflexion cette année en abordant le bassin atlantique avec nos deux rapporteurs que je remercie vivement, Evelyne Corbière-Namazo, sénatrice de La Réunion, et Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice du Val d'Oise. Qui mieux que vous pourrait être le porte-parole de notre proposition? Vous avez participé fin avril aux côtés du président Emmanuel Macron au 5e sommet de la Commission de l'océan Indien à Madagascar, organisation qui réunit les États insulaires du sud-ouest de l'océan Indien. Cette réunion a été un moment fort et nous avons le privilège de pouvoir recueillir votre analyse de la situation actuelle, voire de son évolution, notamment au regard de l'intégration de Mayotte qui nous tient tant à cœur et qui était l'un des axes préconisés dans notre précédent rapport. Notre audition intervient aussi à la suite d'un déplacement en Guyane et au Suriname effectué par nos rapporteurs qui ne manqueront pas de vous faire part de leurs observations. Une interrogation récurrente surgit régulièrement et nous vous la proposons à vous qui êtes aujourd'hui, comme on dit, aux affaires. Y a-t-il vraiment une diplomatie française des Outre-mer ? Dans quelle mesure les intérêts propres des Outre-mer sont-ils un déterminant des relations entre la France et les pays voisins? Et quel rôle peuvent jouer les Outre-mer français dans la définition et l'animation de la politique étrangère de la France avec ces pays? Comment la francophonie peut-elle être un levier de cette ambition? Voici quelques-unes des nombreuses questions sur lesquelles nous attendons vos éclairages. Et comme à l'accoutumée, cette audition est enregistrée et diffusée en direct sur le site du Sénat. Après un exposé liminaire, je laisserai nos rapporteurs vous questionner, puis nos autres collègues poseront leurs questions à leur tour. Et je suis déjà certaine que nos échanges seront riches. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Micheline, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, chers amis. Vous imaginez aisément l'honneur que j'ai de venir ici, l'émotion aussi, le plaisir de vous retrouver. Nous avons tellement travaillé ensemble sur des sujets divers et variés, notamment relatifs à nos outre-mer. Et c'est toujours avec émotion que je viens dans cette maison qui m'est très chère. Je tiens tout d'abord à remercier Madame la Présidente de votre invitation à intervenir. Je souhaiterais aborder mon intervention sous 3 points. Tout d'abord, dans un premier temps, vous présenter les enjeux et perspectives du sujet. Comme rappelé par le président de la République en début d'année, l'insertion de nos outre-mer dans leur environnement régional est une priorité. Je me réjouis de fait de voir l'intérêt que votre délégation porte à ce sujet d'une importance majeure. Les Outre-mer, vous le savez, entretiennent avec leur environnement régional des liens historiques et culturels. Il est essentiel de parvenir à ce que cela se reflète également dans les échanges économiques.
Nous souhaitons ainsi consolider le lien naturel avec l'environnement géographique proche, sans bien sûr perdre la relation mutuellement enrichissante de nos territoires ultramarins avec l'Hexagone. Il faut pour cela que nous travaillions à réduire les barrières qui empêchent la circulation des biens et des services et lever les obstacles pour parvenir à une plus grande fluidité des échanges. C'est ce qui permettra d'attirer davantage d'investissements privés, de créer une plus grande solidarité et d'apporter une réponse plus efficace à la lutte contre la vie chère. Un autre grand chantier est celui de l'amélioration de la connectivité aérienne et maritime. Tant que l'accès d'un territoire à un autre sera aussi difficile, la coopération régionale sera entravée. Bonjour, Monsieur le Président Cambon. Bonjour, monsieur. Dans cette perspective, non, pas du tout. J'ai salué tout le monde, donc je le fais avec toi aussi. Dans cette perspective, j'ai souhaité développer et approfondir notre stratégie 3 océans en m'appuyant sur un ambassadeur de coopération régionale par zone et en associant le plus étroitement possible les représentants des collectivités territoriales, dans ce cadre notamment des conférences de coopération régionale organisées chaque année. Je veux à cet égard rappeler ici la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, qui a été renforcée pour les DROM par la loi dite Letchimy du 5 décembre 2016, qui a permis d'avancer sur le sujet. Les collectivités peuvent être des multiplicateurs de l'influence française, j'en suis convaincu. Enfin, le levier de la coopération décentralisée est un élément à exploiter également. Je serai ravi de développer ces sujets plus en détail lors de notre échange. Voilà, chers amis, les grands enjeux sur lesquels nous travaillons en matière de coopération régionale. C'était mon premier point. Ensuite, deuxième point, je souhaite vous dire quelques mots spécifiques des actions menées plus particulièrement dans chaque bassin. Tout d'abord, concernant l'océan Atlantique, je me suis rendu en février dernier à la Barbade et à la Martinique pour marquer l'adhésion de l'île à l'organisation régionale de la CARICOM. C'est une grande avancée que l'on peut saluer et qui, je l'espère, sera bientôt suivie par d'autres comme la Guyane ou la Guadeloupe. Nos enjeux dans la zone concernent tout d'abord la sécurité régionale, la lutte contre tous les trafics, contre la criminalité transfrontalière, l'orpaillage, les crises migratoires qui engendrent de l'instabilité, notamment en Haïti. Les actions sanitaires constituent également une priorité. Nous travaillons à lutter activement contre les risques épidémiologiques. Les réseaux de veille mis en place grâce à la subvention de l'AFD et à la CARFA permettent une coordination sanitaire essentielle avec nos territoires français, notamment en période de dengue, de Zika ou de Covid-19. Autre enjeu majeur, l'amélioration de la résilience face aux risques climatiques et environnementaux. Je pense aux cyclones, aux séismes, à la montée des eaux, mais également à la prolifération des algues sargasses qui sont un fléau pour toute la zone et qui sont traitées de manière de plus en plus coordonnée. À cet égard, notre travail commun dans la perspective du sommet mondial pour l'océan, l'UNOC 3, en juin à Nice, que la France co-organise avec le Costa Rica, notamment le Forum mondial des îles que je présiderai, va pleinement en ce sens. Par ailleurs, l'assistance française en matière de sécurité civile, via la mobilisation de moyens français pour soutenir des pays voisins après des catastrophes, par exemple lors de l'éruption de la Soufrière à Saint-Vincent ou du cyclone Irma, a renforcé la solidarité locale et l'influence française. C'est là un enjeu majeur dans une zone où l'influence française fait face aux dynamiques latino-américaines, caribéennes, nord-américaines, chinoises, africaines et orientales. En matière de formation et de recherche,
nous avons noué de nombreux partenariats universitaires, campus caribéen des arts, université des Antilles, accord avec Sciences Po Paris et Bordeaux, Caribbean Maritime University en francophonie, où les mobilités étudiantes et la recherche appliquée sont facilitées, par exemple. Dans l'océan Pacifique, nous avons, comme vous le savez, des intérêts stratégiques majeurs. 600 000 Français résident dans les collectivités territoriales. Les ZEE calédoniennes, polynésiennes et wallisiennes représentent les 2 tiers de la ZEE de la France. Les forces armées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française participent à la stabilité régionale et à l'assistance humanitaire de la France en cas de catastrophe naturelle. En marge d'un déplacement récent à Perth, j'ai réuni les ambassadeurs de la zone, mais également les élus locaux, pour faire un point sur les difficultés et perspectives en matière de coopération régionale. Georges André avait notamment participé à cette réunion. L'enjeu est pour nous tout d'abord de continuer à nous mobiliser dans les principales instances de coopération régionale, à savoir la communauté du Pacifique, le Forum des îles du Pacifique et le programme régional océanien pour l'environnement, mais également l'IORA dans le cadre de notre stratégie pour l'Indo-Pacifique. Des travaux à Perth notamment, où participer à l'IORA sont à ce titre à saluer. J'ai souhaité sur ce point que nos outre-mer soient pleinement associés à la révision en cours de notre stratégie pour l'Indo-Pacifique. Au-delà des enjeux climatiques et environnementaux très importants dans ces territoires insulaires, nous soutenons des projets dans le secteur de la connectivité aérienne, maritime ou numérique, ce qui est essentiel. Enfin, un programme régional en matière de mobilité d'étudiants et de chercheurs existe dans la région depuis 2024. Il vise à favoriser les échanges entre étudiants et chercheurs des États insulaires du Pacifique et des collectivités territoriales françaises. C'est une dynamique que nous souhaitons poursuivre et structurer. Concernant enfin l'océan Indien, sur lequel vous avez beaucoup travaillé dans votre rapport, il s'agit, vous le savez, d'une région absolument stratégique avec plus d'1 million de nos ressortissants qui y vivent et entretiennent des relations denses avec leur voisinage. Elle est également stratégique pour le commerce mondial. 1 tiers du commerce mondial d'hydrocarbures y transite. Le canal du Mozambique a connu une augmentation de 50% du trafic maritime depuis la dégradation sécuritaire en mer Rouge, vous le savez. Comme dans les autres bassins, je travaille avec mes équipes en insertion des Outre-mer dans les organisations régionales. De fait, l'une de mes priorités a été et sera l'intégration de Mayotte dans la commission de l'océan Indien. Comme vous le savez, tant le président de la République que moi-même ne ménageons pas nos efforts dans ce sens. Nous avons réitéré ce souhait de voir Mayotte intégrer la COI lors du dernier sommet des chefs d'État à Madagascar. Les résistances des Comores sont très fortes, mais nous travaillons. Et moi, je privilégie le dialogue. Et comme je l'ai annoncé, je suis prêt à me rendre aux Comores pour poursuivre ces discussions. Les résistances sont là, mais nous travaillons à ce que la poursuite du dialogue bilatéral permette de trouver une issue concrète pour l'Indiane-Océanie. Car la France, dans son ensemble, est fière d'appartenir à la COI. Pour faire face à nos défis communs en matière de prévention des pollutions marines, de lutte contre les trafics de drogue, de pêche illégale ou de sauvetage maritime, nous devrons agir ensemble de manière coordonnée. Nous sommes très investis dans les zones sur les enjeux de sécurité maritime. Vous le savez, dans cette zone également. Nous avons mis sur pied une architecture régionale de sécurité et sûreté maritime dotée de 2 centres régionaux pour la fusion d'informations maritimes et pour la coordination opérationnelle. La Réunion y joue un rôle majeur, vous le savez. La création de l'Académie de l'océan Indien, qui a été annoncée par le président Macron, permettra de renforcer notre capacité de coopération pour faire face à nos défis sécuritaires communs. Sur le volet agricole,
comme le président de la République à Madagascar, je salue l'idée évoquée avec nos partenaires malgaches d'un espace de production et d'échange agricole et alimentaire au sein de la COI. Il permettra de mieux intégrer les chaînes de valeur régionales. Un autre enjeu est la prise en compte des risques climatiques et environnementaux. Je pense notamment au programme Varuna porté par l'AFD pour la préservation de la biodiversité et du parc naturel marin. Au-delà des programmes de la COI, nous souhaitons soutenir l'intégration régionale via des coopérations bilatérales entre nos Outre-mer et certains États de l'Afrique de l'Est. Je pense notamment au Kenya, où je me suis rendu en octobre et où je retournerai probablement fin mai ou plus tard pour m'assurer que l'accord signé entre la Chambre de commerce du Kenya et l'ADIL de Mayotte porte ses fruits et initier de nouveaux champs de coopération. Le secrétaire d'État kényan ainsi qu'une délégation d'entreprises kenyanes se rendront eux-mêmes à Mayotte avec moi dans la foulée de ma venue à Nairobi. Je souhaite enfin soutenir le programme Interreg Canal Mozambique, piloté par le conseil départemental de Mayotte, qui me semble particulièrement utile dans cette zone stratégique. Et puis mon troisième et dernier point consistera à revenir sur votre excellent rapport, celui qui a été produit sur la coopération régionale dans l'océan Indien au sein de cette délégation. Je veux tout d'abord saluer le travail méthodique de votre délégation et son approche pragmatique, sa recherche de solutions concrètes qui nourrissent le débat et les politiques publiques. Et quand j'en parle en connaissance de cause. Tous les rapports issus de cette délégation sont tellement croustillants qu'il me manque. Je ne prétends pas être exhaustif face au travail minutieux et approfondi que vous avez mené. Je peux toutefois tenter d'apporter quelques éléments de réponse en trois grands ensembles. Tout d'abord, concernant la structuration administrative du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du dispositif de coopération régionale dans l'océan Indien. Ensuite, concernant la matière de notre politique étrangère et de notre politique de coopération régionale sur le fond. Et enfin, troisième point, s'agissant de la mobilisation au niveau européen. Tout d'abord, les propositions structurelles. Les premières concernent notamment la création d'une direction de la coopération régionale outre-mer, le renforcement des équipes des ambassadeurs délégués à la coopération régionale et le rôle de la plateforme de coordination de la France de l'océan Indien. Je veux d'emblée m'associer aux objectifs visés par ces propositions et vous dire que nous avançons en étoffant notre dispositif de coopération régionale. Nous avons créé un poste de conseiller politique dédié à la coopération régionale à Maurice, qui prendra ses fonctions en septembre prochain. Vous savez également l'importance que nous accordons au poste de conseiller diplomatique des préfets créés au cours des dernières années. Ces postes sont d'ailleurs actuellement pourvus dans les trois bassins, la Réunion, Martinique, Guyane, Nouvelle-Calédonie. En avril dernier, j'ai signé en marge du déplacement du président de la République une convention avec le conseil départemental de Mayotte qui permettra de déployer des agents départementaux dans nos ambassades de la région dans les prochains mois, comme cela est déjà fait pour nos collectivités françaises d'Amérique. Nous avons accéléré le rythme de réunion de la plateforme de coopération de la France dans l'océan Indien avec une dernière réunion le 25 mars et une prochaine réunion le 24 juin. Cette instance est de fait un des maillons essentiels de notre politique de coopération régionale. Nous avons renforcé notre accompagnement de l'exercice par les collectivités de leurs compétences en matière d'action extérieure. Deuxième point, concernant les propositions de politique étrangère et de coopération régionale, de nombreuses propositions concernent nos options de politique étrangère, notamment en soutien à Mayotte et à l'affirmation de notre souveraineté. Vous proposez d'associer systématiquement
les responsables mahorais à la coopération régionale. Nous le faisons. Nous l'avons encore fait lors du sommet de la commission de l'océan Indien, auquel a participé le président du conseil départemental de Mayotte, Benissa Ousseni. Et nous continuerons d'en faire notre priorité. Vous proposez de mieux intégrer Mayotte dans son environnement sur le plan économique. C'est un travail engagé, comme je l'ai dit, par notre ambassadeur de bassin à travers une stratégie commerciale régionale qui doit être finalisée et adoptée cet été. Concernant votre proposition de renforcer notre dispositif de lutte contre l'immigration à Mayotte, là aussi, c'est l'objet du projet de loi d'ailleurs de programmation pour la refondation de Mayotte en partie. Et nous travaillons étroitement avec les autorités comoriennes pour lutter contre les départs. L'idée d'un mixage des programmes budgétaires de l'AFD dédiés à l'aide au développement et au soutien aux Outre-mer est complexe, mais c'est une nécessité. Là aussi, je dirais qu'il y a une télépathie entre nous. Nous travaillons en lien avec le ministère des Outre-mer. Nous avons en revanche un désaccord, il en fallait un, mais pas majeur, sur notre représentation à la commission de l'océan Indien. C'est l'État français qui est membre de la commission et c'est donc l'État qui doit y représenter la France. Évidemment, le rôle de la Réunion est central lors du déplacement du président de la République, vous savez, il s'est arrêté à Madagascar. Moi, j'ai continué à Maurice, et notamment pour donner une importance particulière aux relations avec Maurice, avec la Réunion. Donc, nous réservons au territoire de la Réunion une place particulière, tant dans le quotidien des coopérations que dans les réunions des instances. Mais donner mandat aux collectivités réunionnaises de représenter systématiquement la France serait contradictoire avec notre souhait de voir Mayotte associée au programme de cette organisation. La représentation par l'État nous permet de faire valoir cet équilibre entre nos deux territoires. Nombre de programmes de la COI concernent des sujets régaliens qui ne peuvent être traités par les collectivités seules. Et puis nous formons une bonne équipe. Ce déplacement à Maurice, accompagné de la présidente de la région et de la représentante du président du département, parce que le président malheureusement avait un décès familial. Je pense que la séquence s'est très très bien déroulée et continuons ainsi à œuvrer ensemble. Enfin, un commentaire toujours de ce magnifique rapport concernant les mesures en lien avec l'Union européenne. Plusieurs de vos recommandations impliquent une mobilisation au niveau européen. Nous partageons tous ici la même lecture de la position de nos territoires ultramarins. Ils constituent des bases avancées de l'Union européenne. Dès lors, nous devons utiliser cet avantage stratégique et faire en sorte que nos territoires en bénéficient pleinement. Ainsi, sur votre proposition, sur la perspective d'une politique européenne de voisinage ultra-périphérique, il me semble que nous en avons déjà les prémices grâce aux différentes politiques et adaptations dédiées aux Outre-mer et à travers les programmes Interreg. Mais, je vous l'accorde, c'est une première étape et nous pouvons effectivement imaginer des dispositifs analogues à la politique de voisinage de l'Union européenne continentale pour atteindre notre objectif de renforcer l'intégration régionale des espaces ultramarins. Nos partenaires européens étant moins concernés par ces enjeux doivent y être sensibilisés. C'est un plaidoyer qu'il nous faut mener davantage et nous nous y employons. Je pense que vous pouvez me faire confiance pour que je le martèle à chaque occasion. D'ailleurs, c'est une proposition que je fais à votre délégation. Vous pourriez vous rendre au Parlement européen pour présenter les conclusions de ce magnifique rapport. C'est prévu, mais vous voyez, télépathie, je vous dis. Et enfin, vous signalez à juste titre les enjeux légaux et réglementaires qui entravent la coopération régionale des Outre-mer, notamment leurs approvisionnements et la gestion de leurs déchets.
Le président de la République a largement évoqué ce sujet lors de son déplacement fin avril dernier. La France continuera de défendre, conformément au traité en vigueur, une adaptation des règles européennes afin qu'elles prennent en compte les spécificités des territoires ultramarins pour améliorer le quotidien et le pouvoir d'achat de nos compatriotes ultramarins sans rogner sur la protection de leur santé, bien sûr. Madame la Présidente, je crois avoir présenté les grandes lignes de notre action en matière de coopération régionale et commenté l'essentiel des propositions régionales pour la région Océan Indien émises par votre délégation, que je remercie à nouveau, et en particulier le rapporteur coordonnateur et les rapporteurs de cet ouvrage. Et enfin, je vous l'ai dit, je vous le redis, vous pouvez compter sur moi pour aller dans ce sens. Et d'ailleurs, au sein de mon ministère, j'ai désigné une conseillère chargée de la coopération régionale au sein de mon ministère. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Ministre. Que de bonnes nouvelles. Alors, pour répondre, avant de passer la parole à nos collaborateurs, à nos rapporteurs, effectivement, la délégation a déposé une proposition de résolution européenne sur l'élargissement des normes RUP pour avoir un parquet législatif beaucoup plus large en matière d'alimentation, d'énergie et du traitement des déchets. Qui est une vraie problématique dans nos territoires. Et nous rendrons le 22 mai, donc la semaine prochaine, nous serons à Bruxelles en partenariat avec la Commission des affaires européennes du Sénat et Jean-François Rapin qui va la diriger avec moi. Et parmi le programme, nous avons d'ailleurs un entretien avec M. Younous Omarjee, vice-président du Parlement européen, dans l'après-midi. Voilà. Donc, merci de nous soutenir dans cette démarche. Donc, je vais laisser sans plus attendre la parole à nos rapporteurs. Qui veut débuter? Parfait. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre. Moi aussi, c'est un vrai plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui, pour plein de raisons. Voilà. Que je ne dirai pas à tout le monde. Voilà. Mais j'ai beaucoup d'amitié pour ce ministre et il le sait. Madame la Présidente a rappelé que nous avons fait effectivement récemment un déplacement en Guyane, au Suriname, dans le cadre de la mission que nous avons toutes les deux sur le bassin atlantique. Et on s'aperçoit, Monsieur le Ministre, mais vous en avez parlé, mais je voudrais qu'on y revienne sur des enjeux fondamentaux sur ce territoire et ce bassin, avec des difficultés qui sont fortes. En Guyane en particulier, vous avez parlé d'orpaillage, de trafic de drogue, de pêche illégale. Et il ne faut pas oublier la pêche illégale qui est une véritable catastrophe. Et on s'aperçoit que si on n'a pas une diplomatie forte, je ne suis pas sûre qu'on arrive à avancer beaucoup. Mais il y a un autre acteur avec lequel il va bien falloir discuter, c'est la Chine, qui est quand même au milieu de tous ces soucis que connaît cette partie du monde. Alors, ce n'est pas toujours facile. Et je pense que les élus, en partie en Guyane, ne peuvent pas tout faire tout seuls et que la diplomatie, probablement, doit les associer aussi. Et puis, on a des voisins. On a en particulier le Suriname. Nous avons été reçus de manière tout à fait imprévue par le président de la République du Suriname, qui compte beaucoup sur la France pour développer son pays. Donc, c'est bien, mais une histoire d'amour, ça s'écrit à deux. C'est ce que j'ai dit aux députés, d'ailleurs, et qu'il faut que c'est un peu du donnant-donnant. On s'aperçoit quand même que sur des problèmes de frontières, il y a des accords qui avaient été trouvés et une partie de la frontière a fait l'objet d'un accord de la France toujours pas signé par le Suriname, donc c'est un vrai sujet quand même. Et du coup, on s'aperçoit que la diplomatie joue un rôle essentiel avec les pays qui entourent nos propres territoires, parce que les conséquences, elles sont effectivement pour la Guyane, mais pour la Guadeloupe et la Martinique également. C'est une conséquence globale sur tout ce bassin. Donc voilà, est-ce que
vous ne pensez pas qu'on doit accentuer peut-être fortement, alors c'est facile à dire parce que ce ne sont que des mots, mais la diplomatie, elle est quand même importante. Et ne pensez-vous pas qu'il faut aussi associer les élus locaux dans cette diplomatie qui sont quand même partie prenante au quotidien, qui sont parfois démunis, qui font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais qui font face à quand même des enjeux presque internationaux, j'ai envie de dire, en termes de sécurité et en termes de développement économique. Je veux dire, on est en train de ravager une partie des fonds marins de l'océan, avec ces pêches qui sont quand même scandaleuses, avec des filets qui sont 10 fois au-dessus des tailles autorisées. Enfin, c'est quand même assez inquiétant. Et puis moi, je m'aperçois, en étant dans cette délégation, que quand on a construit l'Europe, la France, alors, je suis très à l'aise pour en parler, parce que vous n'étiez pas là à l'époque, donc elle a peut-être oublié qu'elle avait des territoires ultramarins et que la France en Europe est pratiquement le seul pays à avoir autant de territoires ultramarins. Et on applique dans ces territoires des règles européennes qui sont démentes, voilà, qui sont compliquées, pour lesquelles il va falloir un jour écrire des choses. C'est-à-dire qu'au Brésil, on nous dit, on peut pas en Guyane, on dit on ne peut pas manger de manière légale le bœuf du Brésil, alors que tous nos grands-parents et parents ont mangé ça tout le temps et nous, on ne peut plus. Et donc, ça favorise évidemment des comportements complètement illégaux. Donc, je pense qu'il va falloir aussi que, est-ce que vous ne pensez pas que l'Union européenne devrait s'approprier ces territoires ultramarins, parce qu'on a cette spécificité, nous, la France, ce sont des territoires français, et on impose des règles qui sont économiquement dévastatrices pour ces petits bouts de territoire, donc dans le bassin atlantique, mais partout ailleurs. Voilà ce que je voulais, dans un premier temps, vous faire remonter. Merci, Monsieur le ministre, Madame la Présidente, chers. Ça y est. Oui, c'est bon. Bon. Monsieur le ministre, merci pour la présentation que vous avez faite, d'avoir balayé finalement les 3 océans, d'être revenu sur le premier volet de nos travaux sur la coopération régionale dans l'océan Indien et d'avoir rappelé un petit peu les préconisations que cette délégation a émises, mais également les objectifs que nous visons pour ces territoires si éloignés de l'Hexagone. Vous avez, dans votre propos, bien montré qu'en matière de coopération régionale, il fallait s'attacher à différentes thématiques, qu'il fallait bien sûr avoir en tête la question sécuritaire, mais qu'il fallait aussi avoir des rapports de voisinage, finalement, avec nos États voisins. Moi, je souhaite vous poser une question en lien avec votre ministère, puisque vous êtes chargé de la francophonie, et parler de la langue, puisque la langue est un levier de l'intégration régionale. C'est un sujet qui est aussi ressorti de nos auditions et de notre mission en Guyane. La langue passe, et donc cette intégration régionale passe par l'apprentissage, bien sûr, du français. Et on voit notamment qu'il y a des cours de français qui se développent au Suriname, un pays frontalier. Est-ce qu'on pourrait, selon vous, envisager réciproquement de développer dans les Outre-mer l'apprentissage des autres langues parlées dans leur environnement régional? Et je pense, par exemple, au portugais, puisque ce frein de la langue a été quelque chose qui nous a été évoqué lors de notre déplacement. Le Brésil est donc un territoire frontalier, mais en même temps, j'ai envie de rappeler que le Mozambique aussi est un pays pas loin de Mayotte et de la Réunion, donc ça aurait peut-être de la pertinence. Dans la même optique, est-ce qu'on pourrait voir un intérêt à développer des programmes Erasmus finalement dans ces pays, dans l'environnement des territoires ultramarins. Puis j'avais une autre interrogation, Monsieur le ministre, là, qui sort un petit peu du cadre, du sujet de la langue, mais qui est en corrélation avec le contexte actuel et qui se préoccupe de la santé. L'État de l'Amapá au Brésil et la Guyane française font face à des défis similaires en matière de santé publique, tels que la lutte contre les maladies tropicales et
le contexte à La Réunion et à Mayotte autour du chikungunya nous rappelle également que c'est un sujet qui dépasse les océans. Il y a aussi la question de la promotion de la santé, de la question de l'accès aux soins, des maladies infectieuses et même la large thématique de la vaccination. Ce sont des défis que nous partageons. Et une réponse binationale et coordonnée pourrait être une réponse finalement en coopération régionale. Dans cette optique, je sais que l'ARS de Guyane avait organisé en 2024 une semaine axée autour de la santé. Cette semaine n'avait pas eu lieu depuis 2018, donc il y a des choses qui se réactivent, mais les enjeux sont importants puisque les maladies infectieuses se développent, continuent de se développer, et du fait du changement climatique, on sait qu'elles ont tendance à se propager davantage. C'est le cas en Amazonie sur des virus qui s'étendent finalement au-delà des zones habituelles qu'on connaît, et c'est le cas un peu partout en Outre-mer. Donc vous avez parlé de la recherche, des études, des échanges qui se faisaient. Est-ce qu'en matière de santé, on peut aussi aller plus loin? Voilà. Merci. Merci beaucoup, mesdames les rapporteurs. Merci à Jacqueline pour tes mots. C'est vrai que j'ai passé 13 années ici, 13 années de fidélité à la délégation aux Outre-mer, à la commission des lois. Je n'ai pas fait autre chose. Et à chaque fois, c'est avec la même émotion que je retrouve des collègues des deux commissions ou délégations. Et quand ils en font partie des deux, voilà, merci beaucoup. La question de Madame la rapporteure Eustache-Brisgnaud sur les relations avec le Suriname via la Guyane. Vous le savez, nous avons avec le Suriname une coopération transfrontalière diversifiée sur des domaines aussi variés que la santé, la culture, l'éducation, le commerce. Et l'enjeu, quelque part, est de répondre de manière coordonnée aux problématiques transfrontalières. J'ajoute celle de la lutte contre les narcotrafics. La difficulté majeure que nous avons est qu'en l'absence d'une ratification d'un protocole par le Parlement surinamais, la sécurisation de la zone frontalière fait obstacle à toute négociation, et nous poussons vraiment, sans tomber dans l'ingérence, pour que cette ratification ait lieu. De façon générale, je partage le fait que nous avons de véritables vaisseaux amiraux que sont nos territoires d'outre-mer, et que nous devons intensifier et coordonner ces rapports entre nos territoires et leur voisinage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des choses existent, notamment en matière d'interreg, mais tout le travail consiste à les développer, à les intensifier. Et en cela, non seulement le fait d'aller sur le terrain comme vous le faites si bien, mais aussi tous ces événements internationaux que nous organisons, prochainement le sommet sur les océans, eh bien, ce sont autant de rendez-vous qui permettront d'avancer. Nous y travaillons. Et l'une des choses que j'aimerais retenir en repartant d'ici, c'est peut-être d'agir plus en coordination. Dans le cadre je propose par exemple, dans le cadre de mes déplacements, que je puisse avoir des sénatrices et sénateurs pour faire ensemble ces déplacements, comme j'ai eu l'occasion de le faire pour d'autres sujets, mais pour ce sujet en particulier,
les sénatrices et sénateurs de cette délégation pourraient voilà, m'accompagner pour défendre ensemble ces sujets. Par rapport à la voilà, par rapport aux règles européennes, donc je l'ai dit tout à l'heure, le traité nous avons ce traité avec des possibilités de faire valoir des exceptions, notamment en matière de normes. Je sais que c'est un travail qui est mené ici depuis des années, depuis au moins Michel Magras, avec un rapport très intéressant. Ce travail continue et naturellement toutes les propositions, toutes les contributions pour faire à la fois faire tomber les barrières de normes, mais en même temps en continuant à protéger nos concitoyens seront appuyés. Ensuite, Evelyne, sur la langue régionale, sur la langue, pardon, et sur l'apprentissage du français. L'apprentissage du français en général, vous savez que c'est le ministère de l'Éducation nationale, mais il est vrai que dans le cadre de la francophonie, c'est un sujet majeur. Et d'ailleurs, on parle beaucoup, souvent, de la francophonie. La francophonie, ce n'est pas qu'une langue, ce sont aussi des valeurs au rang desquelles le multilinguisme. Le multilinguisme, pas à n'importe quelle condition, mais le multilinguisme que nous encourageons dans nos établissements. Et l'exemple du portugais est déterminant parce qu'on le retrouve non seulement dans l'environnement caribéen, mais aussi effectivement au Mozambique. Et il pourrait être le portugais pourrait être l'une de ces langues que nous devrions promouvoir et encourager. Et à ce titre, la technologie n'est pas en reste, puisqu'à la suite du sommet d'action, enfin du sommet de la francophonie, il y a eu un certain nombre d'engagements, de livrables, et parmi lesquels le Collège international de la langue française qui va bientôt voir le jour à Villers-Cotterêts, qui aura comme vocation de former des cadres dans l'enseignement, dans l'interprétariat. Et un autre livrable, c'est en matière d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la plupart des IA sont nourries en anglais. Eh bien, depuis le sommet sur l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle dénommée langue IA va précisément être alimentée en français pour permettre la traduction du français vers les autres langues et des autres langues vers le français. Et lorsque je parle de ces langues, naturellement, je n'oublie pas nos langues régionales, le créole, le shimaoré, le kibushi, et j'en passe des meilleurs. Donc, c'est un sujet que nous avons vraiment en ligne de mire et que nous travaillons. Par rapport à l'aspect sanitaire, vous le savez, nous avons des opérateurs tels que l'AFD, l'IRD, l'Institut Pasteur, qui sont des champions en la matière et qui nous permettent justement de mener ces actions de coopération en matière sanitaire. J'en profite pour vous parler de notre politique de développement qui est actuellement menacée. Vous avez vu les coupes budgétaires que le Parlement
à voter. Collectivement, faisons attention. Le président Cambon me dit que on vous a forcé la main, mais quand même, je rappelle que la politique de développement est à mettre en parallèle avec l'Agence française de développement, l'AFD, qui est une création du général de Gaulle. Et comme pour tous les sujets, le général avait une vision particulièrement pertinente. Et ces défis, notamment les défis sanitaires, ne s'arrêtent pas à nos frontières. Nous venons de subir le Covid. Imaginez demain une épidémie de même ampleur, voire pire, qui fait surface quelque part sur la planète. Eh bien, si nous baissons la garde en matière d'aide au développement, de politique de développement, eh bien, nous enlevons autant d'armes de lutte contre ces pandémies. Et voilà, moi, je souhaite en profiter pour vraiment collectivement attirer notre attention sur cette politique de développement que nous avons re-questionnée, que nous sommes en train d'affiner pour qu'elle soit plus efficace et pour qu'elle soit menée dans l'intérêt des Françaises et des Français. Et je pense que lutter, par exemple, œuvrer pour arrêter les pandémies, en tout cas lutter pour les pandémies, c'est dans l'intérêt direct des Françaises et des Français, non seulement par rapport à ce voisinage et cette coopération partenariale, mais aussi parce qu'aujourd'hui, tout le monde voyage en allant dans les pays, nous sommes de potentiels vecteurs de ces maladies. Donc voilà ce que je pouvais dire en réponse à cette première salle de questions. Merci, Monsieur le Ministre. Bon, nous avons beaucoup de demandes, mais nous avons aussi, enfin, certains collègues ont aussi quelques contraintes, puisqu'ils sont attendus à la Commission des lois pour une audition du ministre des Outre-mer. Donc, je vais laisser la parole à notre rapporteur Christian Cambon, puis avec Lana Tetuanui qui avait demandé la parole. Et je crois que Stéphane Foissin aussi, tu dois partir à la Commission des lois. Donc, voilà. Rapidement. Merci, Présidente. Je partage évidemment le plaisir de retrouver notre ancien collègue Thani, et tellement heureux qu'il exerce ses hautes responsabilités. Je le dis à la fois comme sénateur, mais aussi comme rapporteur de l'aide au développement, et je ne peux qu'abonder dans le sens de l'observation que le ministre vient de faire sur l'aide au développement. Vous savez que c'est le budget qui a le plus souffert des contractions budgétaires l'an passé. Nous avons demain matin, sous l'autorité du président du Sénat, une prochaine réunion pour préparer le budget 2026. Je rappelle qu'on est à la recherche de 40 milliards et qu'il va falloir se battre pied à pied pour qu'une nouvelle fois, l'aide au développement ne fasse pas les frais de cette compression, même si, bien évidemment, il faut, et c'est le souci, je pense, du Parlement, que chaque euro dépensé pour l'aide au développement soit un euro efficace, car le montant des sommes engagées fait parfois, évidemment, à la fois ou rêver ou craindre qu'il puisse y avoir des débordements. Nous avons avec l'AFD un instrument majeur et excessivement efficace dans ce domaine, mais il faut bien évidemment que nous soyons très vigilants. Alors, en tant que rapporteur coordinateur, j'ai peu de travail, tant le mérite des deux rapporteurs, à la fois Evelyne et Jacqueline, ont fait un travail tout à fait extraordinaire. Je voudrais peut-être revenir brièvement, si la présidente me le permet, sur le souci qui a été formulé au sein de cette délégation depuis le début de nos travaux sous la présidence de Micheline. Effectivement, comment nos territoires d'outre-mer sont impliqués dans la politique diplomatique, dans la politique extérieure de la France. Je crois que c'est une vraie problématique qui nécessite à la fois une orientation, des décisions et aussi des moyens, Monsieur le Ministre, sur lesquels on serait bien heureux d'avoir votre sentiment. En effet, comment on s'aperçoit, comme l'a dit très justement Jacqueline Eustache-Brinio, que nous avons au sein de l'Europe la plus forte présence de territoires
au-delà des frontières habituelles de l'Union européenne, comment les gère-t-on? Moi, à la fois dans mes anciennes fonctions de président de la Commission des affaires étrangères et dans les nouvelles d'envoyé spécial du président du Sénat pour les relations internationales, j'entends systématiquement les pays voisins de nos outre-mer nous dire « nous avons besoin de vous, mais nous voulons de meilleurs liens, plus de coopération, plus de décisions communes, car les enjeux sont très importants ». La brièveté de cette séance ce soir ne me permet pas d'aborder les enjeux de défense, mais je tiens quand même à souligner auprès de notre délégation les grandes inquiétudes que nous avons vis-à-vis de l'outre-mer sur les tentatives de déstabilisation qui peuvent intervenir. Vous savez dans quel état se trouve le monde et quels sont les moyens qui sont utilisés par les grandes puissances. Et on a vu, que ce soit à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et parfois ailleurs aussi, des tentatives de déstabilisation par ces territoires qui peuvent sembler les plus faibles parce que les moins bien équipés. Pour défendre la Nouvelle-Calédonie, moi j'ai été sur place voir les moyens militaires dont nous disposions. Ils sont somme toute assez faibles par rapport aux enjeux. Donc je souligne ce point qui relève évidemment plus du ministre des Armées, mais je veux quand même attirer cette attention. Et donc sur le plan de la diplomatie, moi je veux revenir sur les moyens. Est-ce que bien évidemment par rapport aux enjeux que vous avez proposés, que nous approuvons, car nous sommes tous là pour aider l'outre-mer à exister dans toute la plénitude de ses compétences, mais est-ce que par exemple on ne devrait pas créer cette direction de la coopération régionale des outre-mer qui permettrait à la fois d'unir le travail des 3 ambassadeurs délégués, mais aussi peut-être des collaborateurs en plus, pour faire en sorte qu'au sein de votre ministère, vous ayez les moyens d'avancer et de coordonner et d'être encore un peu plus présent, bien évidemment, dans ce dialogue permanent qu'il doit y avoir avec les pays riverains. Et petite question précise, je voudrais savoir quel bilan faites-vous justement de notre présence dans les organisations internationales dans lesquelles nous participons. Je veux citer l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, l'Association des États de la Caraïbe, bientôt la communauté caribéenne, CARICOM. Là aussi, nous avons des présences, mais encore faut-il que ces présences débouchent sur la prise en compte des intérêts de ces pays qui, y compris par les pays voisins, sont reconnus à la fois comme des entités, mais n'ayant pas toute la liberté diplomatique que nous avons à Paris. Donc, Monsieur le ministre, quel diagnostic sincère portez-vous sur les moyens qui vous sont donnés pour que la diplomatie française prenne en compte les attentes de nos amis d'outre-mer dans toutes les réalités de défense, de sécurité, d'approvisionnement, de santé publique, et vous avez eu raison de souligner cette dimension, d'économie aussi. Tout le monde se souvient de la communication de Georges Patient sur la Guyane, nous racontant que, par exemple, les règles européennes obligeaient la malheureuse Guyane à s'approvisionner en pétrole en Norvège, alors que à une distance très courte, ils auraient certainement de bonnes conditions en travaillant par exemple avec le Venezuela ou des pays fournisseurs de pétrole. Donc, j'allais dire, ce problème est au cœur de nos préoccupations. Comment, Monsieur le Ministre, pouvez-vous demander au Parlement de vous aider pour vous donner plus de moyens, et quel jugement portez-vous sur cette diplomatie que vous portez avec notre ministre des Affaires étrangères? Et je suis heureux que vous soyez dans le même ministère, mais je pense qu'il y a encore un chemin à accomplir sur lequel nous aimerions vous aider. Lana Tetuani. Oui, merci Madame la Présidente. Je pense, comme tout le monde, très heureuse de retrouver notre ancien collègue, qui a marqué aussi ses pas en Polynésie française, puisqu'ils sont venus aussi pour le rapport sur le foncier. Et Dieu sait, un vrai sujet pour nous. Je pense que le président Combon a un peu lu dans mes pensées, et a entamé déjà les questions que je voulais poser. Monsieur le ministre, deux simples questions. La diplomatie dans le bassin pacifique, la France pêche. Je l'ai dit ouvertement à l'ambassadeur qui est venu il n'y a pas très longtemps, il y a à peine 15 jours en Polynésie française. À l'heure où les enjeux et où les yeux... j'ai l'impression que tout le monde, j'ai toujours dit ça ici au Sénat, tout le monde regarde à droite, je pense que ça va exploser en venant de la gauche. La Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et tous ces petits États indépendants qui est en train de venir gratter, s'installer, mais sérieusement
autour des 3 vaisseaux qui portent encore le drapeau tricolore dans ce vaste océan Pacifique, qui s'appelle Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. Je le dis, monsieur le ministre, en termes de diplomatie, en pêche, la France, je veux dire, en termes de mobilité, enfin, je t'engueule pas là, mais voilà, je parle, je parle, pardon. Deuxième chose, en termes de mobilité, vous l'avez cité, on s'est toujours posé la question, les programmes Erasmus, là, pourquoi nos enfants, par exemple polynésiens, doivent venir en Europe alors qu'ils pourraient aller juste à côté, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et tous les pays qui est plus près, ça va coûter moins cher les billets. Et puis il y a une logique culturelle déjà parce que voilà, on a quand même des liens de connectivité culturelle. On a tout à gagner en ayant les échanges avant tout entre nous. C'est enfin, des questions, monsieur le ministre. Je sais que la tâche sera rude, mais je pense qu'il est grand temps. En plus, quand on parle d'Indo-Pacifique, attends, non, mais c'est quoi ce truc-là? Et j'ai dit à l'ambassadeur, c'est quoi votre truc-là, Indo-Pacifique? On entend parler, mais il n'y a rien, quoi. Pour nous qui sommes concernés, si, il y a eu des débuts, voilà. Mais voilà, ça serait bien d'associer aussi les élus locaux des pays concernés dans les programmations. Si on veut parler de la zone Pacifique, ben, nous sommes tous là. En plus, nous sommes tous présents là. Calédonie, la Polynésie, même Wallis. On est au complet. Ce soir, le Pacifique présent ce soir. Voilà, monsieur le ministre, en toute modestie, mon intervention que je voulais faire ce soir avant d'aller de l'autre côté et retrouver le ministre des Outre-mer sur le texte de nos collègues de Mayotte. Merci, Madame la Présidente. Merci. Donc, je vais laisser la parole au ministre pour que l'ANA puisse entendre la réponse. Oui, merci beaucoup. Des questions qui reviennent sur des sujets que j'ai un petit peu abordés déjà. Une meilleure implication, effectivement, de nos territoires dans la diplomatie, Monsieur le Président, cher Christian, qui rejoint aussi l'appel de l'ANA de mieux associer les élus. Je le fais au quotidien. Je le fais au quotidien. Alors il faudra un peu plus de temps pour complètement digérer ces premiers mois de prise de fonction et avant de faire des propositions. Je le redis, mais l'adhésion de la Martinique à la CARICOM, cela fait suite à un processus commencé depuis au moins les années 2000 et continué, renforcé avec la loi Letchimy. Ce pas franchi, j'espère que dans la zone, que ce soit la Guyane, que ce soit la Guadeloupe, puisse aller dans ce sens. Parce que c'est par ce biais que les exécutifs locaux pourront traiter plus directement avec leur environnement. L'exemple que j'ai vécu, c'est entre La Réunion et l'île Maurice, où là, vraiment, moi je me demandais à un moment, mais comment pourrions-nous faire encore mieux sur le sujet, avec ces relations qui sont bonnes, mais qu'il faut améliorer. Mais voilà un exemple où les choses fonctionnent. Et c'est vers cela qu'il va falloir que nous tendons. Donc, l'adhésion dans les instances régionales, cette stratégie des bassins au sein du ministère des Outre-mer
à mettre en coordination avec la politique de développement menée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous sommes en pleine réflexion dessus. Il y a un travail qui va produire ces résultats. Et puis, ces postes de conseillers diplomatiques auprès des préfets de région. Donc, nous avançons pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez, et ça se comprend parce que l'évolution de la situation dans le monde n'attend pas. Mais je pense que nous sommes en train de faire des pas. Et puis, le constat, j'étais ici, je l'approuvais, donc il n'y a pas de raison pour que ça change. Nous avons des bijoux qui sont nos territoires et régions d'outre-mer, et nous pourrions effectivement mieux les utiliser parce que nos compétiteurs sont conscients de ça, et c'est pour cela que par désinformation, par des stratégies de déstabilisation, sont en train de nous enquiquiner, pour ne pas employer un autre mot, dans chacun de ces bassins océaniques. Donc, je m'engage, et je crois l'avoir démontré, quand je suis allé à l'océan Indien, même pour quelques heures, j'ai réuni les élus de La Réunion, de Mayotte, dans le Pacifique. Lana, je ne t'ai pas vu en visioconférence. Tu n'as pas répondu à mon invitation. Ah ben, tu vois, donc Georges André était là. Non, voilà, vraiment, blague mise à part, voilà des... Mais viens. Je te dirai d'avance où je me déplace, et c'est très utile parce que, en plus des langages diplomatiques, vous avez vu que je ne parle pas tout à fait comme quand j'étais ici. Mais voilà, on a besoin des propos d'une Lana Tituani, d'un président Kambo, dans une délégation pour voilà, Jacqueline aussi, et donc on a besoin de cette complémentarité, de cette coordination dans nos efforts. Pardon. Nous allons poursuivre avec Annick Petrus, puis Viviane Artigalas et Marie-Laure Finira-Horst. Merci Madame la Présidente de me donner la parole, et merci Monsieur le Ministre de votre présence. Je voudrais évoquer ici le territoire de Saint-Martin que j'ai l'honneur de représenter au Sénat. Nous sommes cette île singulière partagée entre deux États et dont le potentiel régional est aujourd'hui plus que jamais à consolider. Premier volet, je vais parler de l'adhésion de Saint-Martin à l'OACO. Le 19 mars dernier, Saint-Martin a franchi une étape historique en adhérant en tant que membre associé à l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Nous devenons ainsi le 3e territoire français d'outre-mer à rejoindre cette organisation, après la Martinique et la Guadeloupe. Cette adhésion marque notre volonté d'inscrire pleinement notre collectivité dans l'espace caribéen avec une coopération renforcée sur les enjeux sanitaires, économiques, culturels ou encore éducatifs. Le deuxième volet, je parlerai de la coopération transfrontalière avec Sint Maarten. Depuis le 4 janvier 2025, un projet structurant de coopération transfrontalière entre Saint-Martin et Sint Maarten est engagé dans le cadre du programme Interreg Caraïbes 2021-2027. Ce programme s'inscrit dans l'objectif coopération territoriale européenne, soutenu par les fonds européens de développement régional, et contribue à la mise en œuvre des objectifs stratégiques 2021-2027 de l'Union européenne. Il répond également aux ambitions de la Commission européenne à l'égard des régions ultrapériphériques, telles qu'exprimées dans sa communication du 24 octobre 2017 qui appelle à un partenariat stratégique renouvelé notamment par un renforcement de la coopération des RUP avec leurs voisins. Le projet auquel participe Saint-Martin vise ainsi à bâtir une stratégie commune de développement avec Saint-Martin autour de défis partagés: mobilité, santé, sécurité, développement économique, environnement.
Les fonds Interreg Caraïbes constituent un levier essentiel pour faire avancer cette coopération de proximité. L'exemple du radar météorologique commun à Saint-Martin et Saint-Martin, inauguré en octobre 2027, en est une illustration concrète. Un projet partagé, cofinancé par l'Union européenne, la collectivité de Saint-Martin et le gouvernement de l'autre côté de l'île. Aujourd'hui pleinement opérationnel au service de la sécurité du territoire. Par ailleurs, Saint-Martin a accueilli en avril 2024 la 17e édition de la conférence de coopération régionale Antilles-Guyane, organisée pour la première fois sur notre territoire. Présidée par la ministre déléguée des Outre-mer de l'époque, cette rencontre a réuni des élus, des représentants de l'État, les ambassadeurs français dans la région, ainsi que de nombreux acteurs publics et privés de la coopération régionale. La conférence s'est articulée autour de 4 thèmes: l'intégration régionale, la sécurité globale, les exportations et les échanges culturels et linguistiques. 2 événements parallèles ont également permis d'aborder la lutte contre le changement climatique et de favoriser une rencontre entre diplomates et acteurs économiques. Cet événement souligne le rôle croissant que Saint-Martin peut jouer comme plateforme régionale d'échange, de dialogue et de convergence. Ce travail s'inscrit dans une logique d'intégration régionale renforcée en lien avec les grandes organisations caraïbéennes partenaires du programme, l'AEC, l'OECO et le CARIFORUM. Le 3e volet que je souhaite aborder, c'est l'ancrage européen de Saint-Martin au sein des RUP. Le président de la collectivité de Saint-Martin, Louis Mussington, a participé le 7 et 8 avril dernier à la 19e conférence des présidences des RUP ultra-périphériques de l'Union européenne qui s'est tenue à La Réunion sous la présidence d'Huguette Bello. Cette rencontre politique majeure a permis aux 9 RUP d'avancer ensemble, de parler d'une même voix et de faire valoir leurs réalités spécifiques dans les politiques européennes. Elle rappelle aussi que la dimension géopolitique des RUP doit être pleinement intégrée dans un contexte mondial instable où la solidarité et l'action collective sont plus que jamais nécessaires. Monsieur le ministre, à travers ces 3 niveaux d'engagement régional, transfrontalier et européen, Saint-Martin montre qu'elle veut être pleinement actrice de son avenir, mais pour cela, nous avons besoin de l'État. Nous avons besoin que l'État, et notamment votre ministère, soit un partenaire actif à nos côtés. Je souhaiterais à présent vous poser quelques questions pour mieux comprendre l'accompagnement que votre ministère peut apporter à cette dynamique de coopération. Concernant le renforcement de la coopération dans la Caraïbe, l'adhésion récente à l'OECO marque une avancée majeure pour notre territoire dans l'intégration régionale. Dans ce cas, quels moyens la France entend-elle mobiliser pour renforcer sa présence et son soutien aux collectivités d'outre-mer dans le bassin caribéen? Comment le ministère envisage-t-il de structurer cette coopération régionale pour répondre aux défis communs et valoriser les initiatives locales? Et concernant la coopération transfrontalière avec nos voisins d'à côté, existe-t-il aujourd'hui des mécanismes bilatéraux ou multilatéraux spécifiques entre la France et les Pays-Bas permettant de soutenir les projets portés localement sur cette île partagée? Quel rôle votre ministère peut-il jouer pour renforcer la diplomatie de proximité en appui à ces initiatives conjointes? Concernant les RUP et l'Union européenne, comment votre ministère articule-t-il son action avec celle des institutions européennes pour défendre les intérêts des RUP dans leur environnement régional? La dimension géographique des RUP, en particulier dans la Caraïbe, est-elle aujourd'hui suffisante pour prendre en compte suffisamment prise en compte dans la diplomatie française? Conclusion, Monsieur le ministre, pour Saint-Martin comme pour l'ensemble de la Caraïbe, la coopération régionale est une véritable promesse d'avenir. Notre ambition est claire: renforcer notre présence, intensifier nos échanges et garantir une intégration harmonieuse au sein de cet espace stratégique. Je suis convaincu qu'avec votre soutien et celui de votre ministère, cette ambition peut devenir une réalité concrète et porteuse d'espoir pour nos territoires. Je vous remercie pour vos réponses. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, cher Tani, ravi moi aussi de vous retrouver ici avec nous. Ça fait vraiment très très plaisir de vous voir au Sénat. Les alliances françaises font face à une concurrence accrue d'autres pays, notamment la Chine.
qui investit massivement dans la promotion de sa langue et de sa culture à l'étranger à travers les instituts Confucius. Cette concurrence s'inscrit dans une stratégie plus large de soft power, où la Chine cherche à étendre son influence culturelle et linguistique dans le monde. Malgré ces défis, les alliances françaises ont montré une capacité d'adaptation remarquable, notamment en accélérant leur transition numérique pendant la crise sanitaire de 2020. Cette réactivité a permis de maintenir une offre de cours et d'activités culturelles en ligne, assurant ainsi une continuité de leur mission. Ce réseau culturel et diplomatique se trouve à un tournant. Dans le contexte international actuel, quelle est la stratégie du gouvernement pour les préserver et les renforcer? Je crois qu'ils sont un appui important pour continuer à maintenir notre influence sur de nombreux pays qui sont particulièrement limitrophes de nos territoires d'outre-mer. Merci beaucoup. Marie-Laure Finérat. Excuse-moi, Présidente. Merci, Présidente. Bon, Tani, je ne vais pas redire ce que les autres ont dit. Tu sais que je suis contente de te revoir et puis je suis surtout fière de toi. Vraiment. Alors, moi, je ne vais pas être longue, Présidente. J'ai 3 questions. Bon, tu as bien compris qu'il s'agit de la Guyane. Evelyne et Jacqueline on en parlait, Micheline aussi. Alors, première question, quelle place la Guyane occupe-t-elle dans la stratégie française de coopération dans le bassin atlantique, notamment avec ses voisins immédiats que sont le Brésil et le Suriname? Deuxième question, depuis des lustres, la Guyane cherche à diversifier, mais aussi à intensifier ses échanges économiques avec ses pays voisins, et notamment le Brésil. En tant que ministre des Partenariats internationaux, comment pouvez-vous intervenir afin de faciliter l'unique département français en Amérique du Sud dans son environnement régional? Et enfin, je vais assister très bientôt à une nouvelle réunion de la commission transfrontalière à Cayenne. Et d'ailleurs, Jacqueline l'a évoqué tout à l'heure. Peut-on envisager une évolution du rôle des élus guyanais dans les instances de coopération bilatérale? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Oui, merci beaucoup pour vos questions. Annick, tout d'abord. Vous avez, chère Madame la sénatrice, rappelé les 3 niveaux de coopération auquel a adhéré Saint-Martin, cette collectivité qui vous est chère, et je me souviens l'avoir visité aussi sur le même rapport sur le foncier. Alors, précisément, cette politique de meilleure insertion dans le bassin régional que j'ai évoqué tout à l'heure, en prenant l'exemple justement de la Caraïbe, tend aussi à donner des marges de manœuvre plus directes de la collectivité par rapport à son environnement régional. Vous demandez quelle pourrait être l'action, l'appui de l'État. Moi, je pense que nous devons faire cela en concertation. Si la délégation, quelque part, de l'initiative demande à ce qu'il y ait effectivement une contribution plus importante, une part plus importante d'une intervention de l'État, nous devons partir de la proposition de la collectivité de Saint-Martin pour voir ensemble comment renforcer cette coopération, comment mieux structurer, et pour cela, des mécanismes bilatéraux, c'est tout l'enjeu de ces adhésions, et existent. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de coopération, d'intervention, et je pense que
l'un des travaux à mener, l'un des efforts à mener va consister à coordonner tous ces niveaux voilà, d'intervention. Mais cela part par une coordination, une meilleure collaboration entre la collectivité de Saint-Martin et l'État. Est-ce qu'il y a des mécanismes spécifiques avec les Pays-Bas? Je vous avoue que je n'ai pas la réponse, mais je reviens vers vous pour vous donner plus de précisions sur ce point très particulier. Il doit en exister parce que ce sont deux pays qui ont des liens vraiment privilégiés, que ce soit au sein de l'espace européen ou par rapport à nos collectivités. Donc je reviendrai vers vous pour vous apporter cette réponse. Ensuite, Viviane, par rapport à la francophonie, elle est repartie. Ah si. Oui, j'ai dit tout à l'heure la promotion de la francophonie et du plurilinguisme. Je précisais que c'était l'une de nos priorités au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et dans le cadre de cette mission, nous ne sommes pas seuls et nous travaillons de concert avec les partenaires multilatéraux, notamment l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et ses opérateurs, mais aussi avec nos partenaires bilatéraux, en nous appuyant sur les composantes de notre réseau culturel à l'étranger. Les alliances en sont un pilier absolument essentiel, avec 830 alliances françaises dans le monde, toutes issues d'initiatives locales et administrées localement et soutenues au quotidien par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et ce depuis 140 ans, tu le sais. Donc, ces alliances, ce cœur battant de la francophonie est précieux et actif, y compris en France, mais le MEAE, comme tu le sais, comme vous le savez, n'a pas compétence sur les alliances françaises. Mais là aussi, je vais porter le sujet et te tiendrai informé. Alors, c'était sur les alliances. C'est bon. La Guyane, avec Marie-Laure. Tu le sais, là aussi, Marie-Laure, la Guyane occupe une place de premier plan dans notre stratégie française de coopération dans cette zone géographique. La frontière entre la Guyane, le Suriname, le Brésil est, on le sait tous, une interface poreuse où les populations se déplacent fréquemment d'une rive à l'autre du fleuve. Ces échanges multiples entraînent une coopération naturellement dense dans tous les domaines, des questions migratoires, de la sécurité à la santé, la culture, les populations autochtones, la science, l'éducation, le commerce, l'économie, l'environnement et les questions agricoles. Donc des institutions spécifiques permettent de prendre en compte les particularités de la région, notamment les conseils du fleuve, Maroni et Oyapock, dont les avis consultatifs sont pris en compte, et les commissions mixtes transfrontalières. Au demeurant, alors que le dialogue en matière migratoire était suspendu avec le Brésil depuis la pandémie du Covid, une réunion annuelle de la CMT franco-brésilienne se tient à nouveau depuis 2024. Je signale enfin deux autres points importants dans le renforcement de notre coopération régionale dans la zone: l'augmentation des moyens de notre ambassade au Suriname depuis 2023, avec l'arrivée d'un attaché de sécurité intérieure, et la création en cours de commissions de gestion commune des bassins hydriques du Maroni et de l'Oyapock. N'est-ce pas? Je crois que c'était... Oui. Oui. Donc, je le disais, donc, concernant le Brésil, il existe
la commission mixte transfrontalière France-Brésil. Cette instance est depuis 1996 le lieu de rencontre de toutes les branches de la coopération entre la Guyane et le Brésil. Elle permet aux acteurs locaux de faire remonter les difficultés auxquelles peuvent être confrontés, souvent avec des propositions. Elle est très utile pour les acteurs locaux, tant guyanais que brésiliens, et nous continuerons à soutenir ce mécanisme qui constitue le principal instrument de coopération régionale. Donc, pour prolonger l'intégration régionale de la Guyane dans son environnement, la procédure d'adhésion de la Guyane à la CARICOM a été lancée en partenariat avec l'État. Maintenant que nous avons l'exemple notamment de la Martinique, moi vraiment, ça serait avec plaisir que je pourrais pousser et accélérer cette adhésion. L'ambassadeur a également commencé à préparer la 18e conférence de coopération régionale anti-Guyane qui se tiendra au deuxième semestre 2025 à la Martinique et qui pourra revenir sur les priorités identifiées donc, par la conférence précédente. Sécurité, environnement, diplomatie territoriale, économique, échanges culturels et humains. Donc ces efforts viennent en complément des coopérations transfrontalières existantes et des enjeux de mobilité avec le Suriname et le Brésil. Enfin, la commission mixte transfrontalière est centrale dans notre coopération. Comme je l'ai dit, nous associons les élus, tu le sais, en amont de la réunion pour faire remonter les demandes des acteurs guyanais. Nous l'avons fait par exemple le 11 mars dernier avec les élus de la CTG. Une évolution du rôle des élus guyanais signifierait une modification du texte fondateur, l'accord de coopération du 28 mai 1996, qui est un accord intergouvernemental. Donc, il nous faudrait pour cela, je ne suis pas hostile ni opposé, mais il faudrait pour cela l'accord d'abord de nos partenaires brésiliens. Donc nous pouvons en revanche d'ores et déjà poursuivre la bonne association des élus de terrain aux travaux de la commission. Je sais à quel point toi, mais comme toutes et tous ici, vous impliquez dans ces sujets, et ça serait vraiment avec plaisir qu'en amont, nous pourrions discuter de ces sujets avant les rendez-vous régionaux. Et vous le savez, mon ministère est ouvert sur tous ces sujets qui sont divers. Nous poursuivons, Monsieur le ministre, parce que vous savez que vous avez beaucoup de questions, donc avec Audrey Bélim et Frédéric Buval. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Effectivement, c'est toujours un plaisir d'avoir à vous retrouver au sein de cette belle maison. Et je tenais à vous remercier pour votre intervention, mais surtout profiter du fait que vous ayez participé récemment à un important déplacement dans l'océan Indien avec le Président de la République, afin de vous interroger sur ce sujet, et notamment le sommet de la Commission de l'océan Indien. À savoir finalement quel bilan tirez-vous de ce déplacement et de ce sommet international, et quels seraient les projets de coopération concrets que vous en reteniez. Cela fait plusieurs années que nous évoquons, par exemple, un véritable projet de coopération alimentaire et agricole dans l'océan Indien, en confiant notamment à Madagascar le rôle de grenier, excusez-moi, je n'aime pas trop le terme, mais c'est le terme qu'on a toujours dit, grenier de notre région. Et la superficie agricole, finalement, de ce beau territoire lui permettrait en effet de produire des quantités de riz, par exemple, suffisantes pour la Réunion, pour Mayotte ou pour Maurice. Quantité de riz que nous ne pouvons pas produire depuis nos territoires. Et de plus, il serait intéressant, il est vrai, d'un point de vue économique et écologique, de développer les importations dans notre bassin régional. Et donc, quelles seraient les perspectives de développement d'un tel projet, finalement, selon vous ? Car je me permets tout de même de rappeler ici, même si je sais que vous partagez cela, qu'il y a urgence à faire disparaître, dans le contexte que nous connaissons, les anciennes structures de nomination. Nous devons enfin sortir des discours et aller vers de véritables projets de coopération, de protection environnementale ou de solidarité, et que la stratégie de la France doit être lucide face aux enjeux réels de nos territoires d'une part, mais aussi finalement face à la capacité collective à y répondre.
Donc malgré votre intervention, Mayotte ne fait toujours pas partie de la commission de l'océan Indien, alors que nous voyons que la lutte contre les épidémies, par exemple, ou encore la préparation face aux cyclones concerne toutes nos îles. Avez-vous pu connaître des progrès dans les négociations sur ce sujet? Et enfin, nous avions eu un échange il y a un mois de cela sur l'ajout des Outre-mer. Enfin, après 60 ans, la signature au sein du périmètre de la Charte sociale européenne. Et je viens vous titiller à nouveau, bien sûr, en vous demandant quand pensez-vous que cet ajout des Outre-mer pourra être opéré? Et je vous remercie. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Comme tous les collègues, très heureux de vous revoir ici avec nous à la délégation Outre-mer et surtout vous dire qu'on vous regrette déjà à la Martinique puisque votre passage a laissé une brillance, un soleil éclaboussant toute la population, vous voyez. Alors, Monsieur le Ministre, en avril et en mai 2025, la Guadeloupe et la Martinique ont une nouvelle fois été confrontées à des échouements massifs de sargasses sur leurs côtes, provoquant d'importantes nuisances sanitaires, environnementales et économiques pour les populations locales. En Guadeloupe, Cap-Esther de Margalante, Petit-Bourg, La Désirade et Saint-François ont dépassé les seuils de préalerte en raison de concentrations élevées de gaz toxiques émanant de la décomposition des algues. En Martinique, les communes du Robert, du Vauclin, de Sainte-Anne, du François, du Diamant, de la Trinité et de la Côte-Caraïbe ont également été sévèrement touchées avec des impacts notables sur la santé publique et l'économie locale. En Martinique, un groupement d'intérêt public, le GIP, nommé Service public anti-sargasses de Martinique, a été créé. Il regroupe l'État, la collectivité territoriale de Martinique et les établissements publics et les EPCI des communes impactées. Il s'évertue à accompagner les communes les plus exposées. Mais ces algues brunes, dont la prolifération s'intensifie depuis plus d'une décennie, sont un phénomène transfrontalier qui nécessite une coordination régionale renforcée. Et vous avez cité il y a un moment la coopération avec un pays continent. Et tous les scientifiques savent d'où sort cette prolifération d'algues à cause de l'agriculture intensive. Dans ce contexte, pouvez-vous indiquer de quelles démarches votre ministère entend entreprendre en lien avec les pays de la Caraïbe et les organisations internationales afin de renforcer la coopération et l'aide internationale pour lutter contre ce fléau et comment cela va se traduire concrètement pour nos territoires? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et encore merci pour vos mots qui me touchent énormément. Audrey, par rapport au déplacement du président de la République, et notamment sur la coopération avec Madagascar, vraiment, ça a été une occasion de rappeler la qualité de la relation que nous avons avec ce pays, Madagascar, et puis notre volonté de renforcer cette coopération. Vous vous souvenez, mais un mois avant, je m'y étais déplacé justement pour préparer ce sommet. Et déjà à cette occasion, j'avais eu l'opportunité de signer un certain nombre d'actes, et notamment un accord sur la nutrition et sur la santé d'un montant de 5 millions d'euros de mémoire. Sur le plan économique, il faut savoir que notre coopération bilatérale est en hausse et atteint chaque année environ 1 milliard d'euros. Nous souhaitons, notamment par le voisinage, développer davantage nos relations économiques et notamment en matière agricole. C'est vrai que l'expression grenier peut un peu questionner, mais il faut savoir que Madagascar a servi de grenier dans le passé à toute la zone.
moi, je l'entends par des récits, des histoires que l'on me raconte souvent. À l'occasion notamment du Forum d'affaires, le président de la République a échangé sur les secteurs prioritaires pour la France comme pour Madagascar, tels que l'énergie, le numérique, les infrastructures et notamment la connectivité et le tourisme. Et donc, le président de la République a eu l'occasion de signer plusieurs accords pour favoriser l'accès à l'énergie et à l'eau à travers des projets qui correspondent aussi aux besoins croissants du pays. Je pense notamment au barrage hydroélectrique de Volobé avec l'implication d'EDF. En matière d'aide au développement, l'action de la France à Madagascar, que ce soit en bilatéral via l'AFD ou en multilatéral, a atteint près de 130 millions d'euros par an. Sur le plan culturel et mémoriel, le président de la République a rappelé son engagement en faveur des restitutions, de la coopération patrimoniale et du dialogue mémoriel entre la France et ses anciennes colonies. Dans cette perspective, il est, comme vous le savez, il est prévu la restitution des crânes Sakhalaf. Et puis, vous le savez aussi, nous avons une communauté francophone importante à Madagascar et ça a été l'occasion aussi de mener des séquences sur le sujet. Vous me questionnez, vous êtes perspicace sur cette question importante de la Charte sociale européenne. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé que nous allons étendre l'application de la Charte sociale européenne au territoire d'outre-mer. J'avais moi-même également eu l'occasion d'échanger avec vous sur ce sujet, notamment lors d'une séance de questions orales. Comme je m'y étais engagé, et comme le ministre s'y était engagé, nous avons notifié au secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset, cette demande, et c'est dans les tuyaux, si vous me passez l'expression. Et je le redis, si vous avez besoin de précisions complémentaires, naturellement, les portes du ministère sont ouvertes. Et puis, Frédéric Buval, sur la problématique des sargasses, c'était déjà le sujet lorsque je suis venu à Martinique. Et merci vous aussi d'avoir été présent, à toi aussi d'avoir été présent à cette séquence. Il y a déjà des choses très intéressantes qui se font, très importantes qui se font au niveau de la Martinique et de la zone en général. Tu as raison, il faut des pratiques communes parce que les sargasses ne font pas leur apparition dans un seul secteur, mais voilà, c'est un phénomène transfrontalier. Et c'est précisément l'un des objets du Forum des îles à l'occasion du sommet UNOC 3 qui aura lieu à Nice du 9 au 13 juin. Et en parallèle de ce sommet, du 8 au 10 juin de mémoire, je vais présider, de ce sommet, je vais présider un forum des îles composé des petits États insulaires avec nos territoires d'outre-mer pour précisément échanger sur les pratiques, échanger sur les solutions communes à trouver. Et ce sommet auquel je vous invite sera un moment important pour comparer et partager les expériences et sortir de là avec des solutions communes qui se feront de part et d'autre de cette partie où nous avons nos territoires. Donc je vous donne rendez-vous à ce sommet UNOC 3 à Nice très prochainement. Alors, il nous reste quelques minutes puisque je sais que vous êtes pris par le temps. Alors, je vais donner 1 minute à Jacqueline et puis je vais...
ce que disait notre collègue et la place de la Chine dans ces sujets-là. Je sais que c'est compliqué parce que voilà, les relations diplomatiques sont pas simples, mais enfin, la Chine, c'est un vrai sujet pour nos outre-mer. Alors, pour nos facultés françaises avec l'Institut Confucius, c'est un vrai sujet aussi, personne n'en parle, mais en outre-mer, c'est quand même un vrai sujet, la présence chinoise. Sur la pêche illégale, on sait très bien que pourquoi les gros beaux poissons qui sont au large de la Guyane sont pris, parce que les Chinois les aiment, d'accord, mais enfin, ils dévastent nos fonds marins. Voilà. Sur le bord du fleuve Maroni, quand notre police détruit tout le matériel orpailleur, c'est les petites boutiques chinoises qui leur revendent en face. On a un vrai sujet quand même. Alors je sais que c'est pas simple, mais dans tous nos territoires ultramarins, la Chine, il va bien falloir un moment qu'on en parle, parce que c'est quand même l'un des sujets. C'est pas de l'ingérence, mais on doit aussi protéger nos territoires de ça. Voilà, nos services sont des choses extraordinaires. L'Institut Confucius, je répète, c'est un vrai sujet, hein, dans nos territoires ultramarins comme ailleurs. Donc voilà, je sais bien que c'est pas ton sujet particulier, mais on ne peut pas parler de nos territoires ultramarins en ne parlant pas de la place de la Chine. Et l'or qui passe par le Suriname, acheté par les Chinois sans aucune traçabilité, voilà, c'est-à-dire qu'ils nous piquent l'or en Guyane, nous laissent le mercure, ça passe par le Suriname et ça passe en Chine. Donc c'est quand même un vrai sujet, vraiment. Et je voulais le dire parce qu'on ne peut pas s'exonérer de parler de ça. Voilà. Je vais terminer rapidement avec une question. On a beaucoup parlé de coopération, d'ingérence, de violence. Moi, j'aurais aimé vous poser une petite question sur la situation en Haïti, qui est vraiment alarmante, qui a un impact sur les territoires français. Bon, si le pays, les gangs ont pris un peu, sont en train de prendre le pays d'Haïti, mais on a quand même un sujet, puisque dans les territoires ultramarins, pour parler en Martinique, on commence à avoir des fusillades à l'arme lourde. Donc, je voulais savoir quelle était la place accordée à la situation d'Haïti dans votre feuille de route. Le pays a besoin d'organiser des élections. Or, l'état civil est en ruine. Que pensez-vous de la mise en place d'un état civil biométrique sur le modèle de l'Afrique de l'Ouest, notamment en Guinée équatoriale? La France pourrait-elle apporter une contribution? Et si vous voulez répondre, ou si vous souhaitez répondre par écrit, compte tenu du fait que vous êtes très très pris par le temps, je conclurai après, comme vous voulez. Juste quelques mots. L'intervention de Jacqueline, je pense que c'est plus un plaidoyer. Mais vraiment, nous sommes dans une relation beaucoup plus naïve qu'on le pense, beaucoup moins naïve, pardon, qu'on le pense avec la Chine. Sujet qui ne relève pas que de mon portefeuille. Mais voilà, nous sommes vraiment engagés pour lutter contre la désinformation et avec des résolutions nouvelles, notamment n'entrer en coopération de façon générale avec nos partenaires que quand cela va dans nos intérêts. Donc ça, je peux vous le garantir ici. C'est une politique que nous menons dans ce sens. Et tu parles de la Chine, mais de tous nos compétiteurs, et notamment en matière de désinformation, l'Azerbaïdjan est également bien placé. Mais ce ne sont pas mes sujets premiers. Je préfère... voilà. Voilà. Et par rapport à Haïti, quelques mots. La France est le seul État membre de l'Union européenne à être encore présent à Port-au-Prince avec l'Espagne. Et il y a une véritable solidarité, tu le sais, Micheline, avec Haïti. Nous soutenons de façon générale la transition haïtienne. Là aussi, ce n'est pas facile parce que, notamment, il faut le dire, nous avons besoin de la présence américaine. Or, elle n'est pas définitivement acquise en ce moment. Et la France est ouverte à un dialogue, tu le sais, que ce soit par rapport à la question sécuritaire, mais aussi le volet mémoriel
qui est important. Donc, pour plus de précision, je propose effectivement, enfin, je vais dans ton sens, je peux revenir plus précisément. Mais voilà les quelques mots que je voulais dire pour Haïti, que nous n'oublions pas, et nous sommes l'un des rares pays à nous y intéresser de près encore. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc, cher Tani, votre vision sur la coopération régionale et la place des territoires ultramarins dans la diplomatie française converge avec la vision qui est portée par la délégation. La création d'un poste de conseiller à la coopération au sein de votre ministère montre votre détermination et je vous en remercie. Votre proposition d'associer les membres de la délégation à vos déplacements est accueillie très favorablement et permettra aussi de créer un lien avec les élus locaux et un meilleur ancrage des élus dans leur environnement géographique proche. Et enfin, les travaux de la délégation sont à votre disposition pour nourrir la réflexion gouvernementale dans tous les domaines et je n'en doute pas que vous en serez le meilleur ambassadeur. Merci infiniment. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Voilà, je le savais, j'allais passer un très bon moment, en plus utile, dans ces échanges cruciaux que nous devons avoir. Et comme je l'ai dit, vraiment à votre disposition. Beaucoup d'entre vous sont venus au ministère dans le cadre des travaux que nous menons sur l'aide au développement, sur la francophonie. Les portes sont ouvertes aussi aux membres de la délégation aux Outre-mer sur ce sujet très, très particulier et qui me tient à cœur, vous le savez, d'une meilleure insertion de nos territoires dans leur environnement géographique. Encore merci beaucoup.